Bonjour à tous. Merci beaucoup à Confluent pour l'invitation et à cette présentation. Confluent, donc ça fait 3 ans qu'on travaille ensemble avec les solutions dont on va parler aujourd'hui. C'est plutôt sympa. Je sais que Pierre, bon, il n'est pas là aujourd'hui, mais ça fait longtemps qu'il voulait que je présente ça, donc ça va être chose faite et c'est plutôt sympa. Voilà, donc moi je suis CTO chez Cencrop et je vais vous présenter un peu ce qu'on fait et comment on utilise Kafka, Flink et les solutions Confluent. Un petit mot à propos de nous. Donc Cencrop, on est une start-up, on a 7 ans déjà. On est basé à Lille, une centaine de personnes. Et on se donne pour mission d'aider les agriculteurs à prendre de meilleures décisions au quotidien en réduisant les risques sur leur culture. Alors réduire les risques sur la culture, ça veut dire quoi? C'est les risques de maladie, c'est les risques liés à la météo, donc des risques de gel, des risques de stress sur les plantes, stress hydrique, des choses comme ça, tout en ayant, dans la mesure possible, un impact environnemental maîtrisé, contrôlé. Très concrètement, notre gamme de produits, c'est celle-ci. Ce sont des stations météo connectées, IoT, qui vont mesurer en continu des paramètres météo, donc certains paramètres très classiques, température, hygrométrie, pluviométrie, vent, d'autres capteurs un peu plus spécialisés, comme le troisième, là, qui est un capteur d'humectation foliaire, qui est utilisé par les arboriculteurs ou dans les vignes. Et tout ça, c'est consultable en continu sur une application mobile. En fait, ce genre d'outil, ça devient un outil indispensable pour une agriculture moderne, une agriculture de précision. D'une part, pour enregistrer ce qui s'est passé sur les parcelles. Alors, les plus anciens agriculteurs de tout temps, ils avaient un cahier sur lequel ils allaient enregistrer chaque semaine ou voire chaque jour la pluviométrie avec un pluviomètre manuel installé près du champ, etc. Donc ça, c'est la même chose, mais c'est la version digitale, la version numérique, qui est beaucoup plus précise. Et cette précision, ça permet de débloquer des use cases assez intéressants pour les agriculteurs. Par exemple, si on a suffisamment précisément le nombre d'heures favorables au développement d'une maladie, donc par exemple température, hygrométrie, une maladie à champignons par exemple, on va être en mesure de prévenir l'agriculteur avant le déclenchement de cette maladie, et donc ça va lui permettre d'éviter des traitements inutiles ou des choses de ce genre. Donc dans notre application, les agriculteurs vont consulter les données de leur parcelle, les données du voisinage, ils vont pouvoir organiser leur journée, donc il y a aussi d'autres sources de données, là on voit une petite animation radar. Donc ça va leur permettre de s'organiser au quotidien. Voilà, si ça peut leur permettre d'éviter de sortir le tracteur, faire 20 km pour aller sur leur parcelle la plus distante et puis s'apercevoir que les conditions ne sont pas favorables à l'opération qu'ils avaient prévue, ben voilà, c'est ce genre d'optimisation qui peuvent être faites. Et puis ça leur permet aussi d'anticiper dans la semaine avec des forecasts. Donc nous, avec toutes nos données, on analyse énormément les forecasts météo, qui ne sont pas faits par nous, qui sont faits par des fournisseurs météo, mais on les analyse beaucoup et ça permet aux agriculteurs d'avoir des forecasts qui sont fiables. Ça leur permet d'anticiper leurs travaux à venir, préparer leur équipement, des besoins en staff, etc. Donc aujourd'hui, Cencrop, c'est 30 000 stations en Europe, donc majoritairement en France, mais on s'est bien étendu au-delà des frontières et on grandit en Europe. Je vais vous parler aujourd'hui de comment on a construit le data processing pour traiter toutes ces données. Alors le data processing au départ, c'est pas du Kafka, c'est pas du Flink. On commence simple, comme un peu, on doit le faire de manière raisonnable dans une start-up. On commence avec quelque chose qui ressemble à ça. Donc on a nos stations qui envoient les données au travers d'un réseau télécom IoT. Donc ce sont des réseaux télécoms spécialisés, bas débit, basse consommation énergétique. Les données, on les route à travers une queue. Donc on avait choisi Kinesis. Pourquoi? Parce que
C'était à disposition, et puis c'est une SKU qui est partitionnée, etc. Donc c'est très intéressant. On y branche du processing on-demand avec une lambda, et puis on va aller indexer ces mesures, enfin les données, donc les données mesurées par les stations, on va aller indexer ça dans un stockage assez flexible. Donc on avait choisi Elasticsearch, et ça permet donc depuis l'application d'aller faire de la query à la volée, des agrégations à la volée, et d'évoluer vite sur les use cases qu'on voulait construire dans l'application. Alors ça c'est très bien, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'en fait on a très vite besoin d'un state, de maintenir un état courant à propos de chaque station. Pourquoi ? Parce que nos stations, elles envoient des messages, elles sont très très contraintes en débit, elles envoient des messages de 12 octets. Donc on est un peu loin de ce qu'on a vu dans la presse précédente de notre confrère chez Sphere. Donc là, on n'a pas toute une payload JSON, c'est très compressé, c'est 12 octets. Et donc les messages ne sont pas du tout autoportants. Et pour les comprendre, on a forcément besoin de soit connaître l'état de la station, enfin sa configuration, des éléments de calibration peut-être sur des sensors, ou on a besoin de connaître des messages passés, la dernière trame GPS qui a été envoyée, ou de savoir, ou de dériver des mesures à partir de compteurs. Donc on a des compteurs qui augmentent tout le temps, et puis on a besoin de faire le diff entre deux compteurs successifs. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On rajoute un state. Donc, on a envie que ce state il soit durable, on a envie qu'il survive aux upgrades, aux reboots, etc. Donc, on va plutôt prendre une base voilà, durable. Donc, on va prendre du MySQL, et puis on va commencer à empiler. Donc, on va déjà mettre la configuration des devices, et puis on va empiler l'état courant qu'on va pouvoir requêter au moment de processer chaque message. Donc, je reçois un message, je vérifie l'état courant, je fais mon petit calcul, et puis je vais indexer les données. Alors ça ne marche pas non plus, parce que, en fait, du coup, le throughput du processing devient limité par le throughput de la DB. Et donc, si jamais on commence à avoir une latence au niveau de la DB, pour n'importe quelle raison, un lock, une surcharge, whatever, du coup, on va avoir, donc les lambdas vont ralentir, donc du coup, on va avoir un empilement des lambdas, de plus en plus de concurrence des lambdas. Qui dit plus de lambdas et de concurrence dit plus d'ouverture de sessions sur la DB. Et là, vous crachez tout le système en 2 minutes top chrono. Donc ça ne marche pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On peut rajouter du cache. Et puis, on peut limiter la concurrence des lambdas. Et ça ne marche pas. C'est-à-dire que là, en faisant ça, on rajoute des inconsistances entre le cache et le state, et puis on est toujours limité en fait en throughput, en écriture, parce qu'il n'y a qu'un seul master, c'est MySQL, etc. Donc on n'arrive pas à une architecture bien vivable. Et puis les doubles flèches, on en parle ou pas ? Moi, au bout d'un moment, ça me faisait penser à ça. Je ne savais plus trop où est-ce qu'on en était, la donnée elle venait, une entrée, une sortie, on ne sait plus. Et puis en plus de ça, on avait donc on empilait des soucis. Donc la techno n'était pas adaptée à notre besoin, clairement, pas de state management correct. Problème de scalabilité, on était à 10 000 devices, on avait déjà des problèmes de scale, des problèmes de robustesse, j'en ai parlé. Sur la partie agrégation, à la volée, dans l'Elasticsearch, on commençait aussi à taper des limites, c'est-à-dire que le type de use case qu'on a dans notre application, c'est assez typique d'aller chercher 6 mois de données horaires dans le passé pour calculer un indicateur agronomique, par exemple. 6 mois de données à garder chaudes dans un Elasticsearch, c'est compliqué, c'est plein d'index, c'est plein de choses. Et donc ça non plus, ça commençait à toucher des limites, et on sentait le besoin d'avoir la capacité de faire des pré-agrégations directement en stream avant de les indexer, et d'avoir peut-être diverses sorties, pas une seule base, mais plusieurs sorties. Et puis on commençait à perdre confiance aussi sur notre stack. Donc on avait des tests, mais les tests ne couvraient pas vraiment les edge cases qu'on peut voir dans un paysage IoT. Et puis les quelques fois où on a eu besoin de reprocesser de la donnée passée, parce qu'on s'était aperçu qu'on avait de gros défauts dans nos données, qu'il fallait reprocesser 1 mois, 2 mois d'historique, on s'est rendu compte qu'en fait, le code de reprocessing n'utilisait pas exactement le même code path, le même chemin
que le processing live, du coup, est-ce qu'il n'y a pas des bugs cachés là-dedans, et du coup, on perdait vraiment confiance sur notre stack. Donc, il était temps de revoir notre architecture. Alors, on a pris le crayon, on a quand même posé quelques principes avant de se lancer. Voilà, quels sont les principes qu'on veut pour choisir nos technos, pour bâtir cette architecture. Alors ça paraît simple comme ça, on n'y est pas arrivé du premier coup, mais voilà, sinon ça va durer 3 heures, donc je compresse un peu. Donc le premier truc, c'est, ok, on a du streaming, il faut du streaming, allons-y à fond dans le streaming. Il faut un beau stream avec de l'amont, de l'aval et pas des boucles dans tous les sens. Et voilà, il faut que ça coule dans la bonne direction. Il nous faut un outil qui nous permet de mieux gérer l'event time, c'est-à-dire à quel moment s'est produit l'événement. Et si jamais l'événement il est manquant, il est en retard, il est dans le désordre, il faut qu'on puisse le gérer sans produire de la donnée de mauvaise qualité. Et puis, alors, dans les architectures de streaming, on peut choisir un design at least once, on peut choisir un design transactionnel. Nous, on a jugé que le transactionnel n'était pas adapté à notre cas, sans doute plus complexe. On a préféré partir sur du at least once. Et donc, on s'est dit, voilà, de l'amont à l'aval jusqu'aux bases de données, on va tolérer la répétition et on va tout construire autour de ça. En termes de techno, il est important pour nous de pouvoir scaler indépendamment processing, queue et storage. Et en fait, ce n'est pas forcément évident. Il y a des technologies qui vont un peu qui vont coupler un peu les deux éléments. Donc, Kafka Stream, dont je reparlerai un tout petit peu tout à l'heure, a tendance à avoir la même scalabilité sur le processing et le stockage avec ses allers-retours avec Kafka. Ou si on prend une base de données orientée time series comme TimescaleDB, on va plutôt avoir le processing et le stockage qui sont couplés en termes de scale. Donc voilà, nous, on voulait vraiment avoir le scale indépendant. Et si un élément de la chaîne a besoin de partitionner d'une certaine manière et l'élément suivant d'une autre manière, il faut qu'on puisse le faire. Bon, on avait besoin d'un state store qui soit robuste, ça évidemment, mais scalable. Donc, c'est-à-dire que si on rajoute des machines, si on parallélise, il faut que le state puisse être redécoupé, reparallélisé facilement. Une bonne intégration avec l'écosystème data. Donc, ça aussi, c'est important, c'est de ne pas se retrouver coincé avec une technologie, mais qui offre très très peu de connecteurs avec les autres outils de l'écosystème. Et puis, la capacité aussi à faire des tests automatisés très représentatifs des vrais edge cases du monde de l'IoT. Donc ça, c'était pas forcément facile non plus avec toutes les technos. Et ça guide aussi les choix. Et puis, nous, notre ambition, c'est de viser une très très haute qualité de la donnée. Donc, on a des ambitions d'aller un peu gratter dans la météorologie, dans des choses comme ça. Donc, il faut de la donnée nickel. Si on donne des conseils à des agriculteurs à propos de ce qui se passe dans leur parcelle, il faut qu'on soit nickel sur la donnée. Et donc, si on a besoin de reprocesser parce que je ne sais quel bug s'est glissé dans une agrégation, que sais-je, il faut qu'on puisse le faire, reprocesser 1 mois, 2 mois, 3 mois de données si nécessaire, il faut qu'on puisse le faire. Et puis, si on a besoin d'intégrer des algos un peu avancés, notamment pour la détection d'anomalies, il faut qu'on puisse le faire aussi. Alors, l'ensemble de ça, encore une fois, ce n'est pas venu d'un coup, mais ça donne cette archi aujourd'hui. Donc on a des queues qui sont découplées du stockage en aval là, et du processing au centre. En termes de queues, on a choisi de ne pas rester sur Kinesis, mais plutôt de partir sur une technologie Publish-Subscribe open source qui nous donne une meilleure intégration avec l'écosystème. Et donc, on a choisi Kafka, et en plus, il y a des features intéressantes avec Kafka, la compaction, etc. Et aussi, on a choisi de complètement déléguer tout ce qui est intégration avec les state stores, avec les stockages, etc., à un outil dédié, donc Kafka Connect, c'est nickel. Et au centre, donc, on a choisi un outil de stream processing open source qui sait gérer l'event time, qui sait gérer l'out of order, qui sait gérer... Donc, qui a un state qui est scalable, on peut le repartitionner, on peut rajouter des machines, qui donne la capacité de reprocesser l'historique
en batch au besoin, et donc c'est pour ça qu'on a choisi Apache Flink. Alors si je fais un peu un fast forward, donc on a bien grandi sur cette architecture. Aujourd'hui, ça ressemble... Ah oui, pardon. Dernier point, donc le at least once, on a des upserts tout le long. Voilà, donc la donnée peut être répétée pour n'importe quelle raison en amont. On va faire tous les updates et toutes les mises à jour d'état en cascade jusqu'à la fin. Donc voilà, donc cette architecture, on l'a fait évoluer. Donc aujourd'hui, ça ressemble à ça. Donc aujourd'hui, on a bien davantage de sources de données. Donc on a nos propres stations météo. Il y a aussi d'autres stations météo qu'on intègre. On a de nombreuses sources météo de fournisseurs. On a toujours les données référentielles, bien sûr, qui viennent de nos bases de données qu'on va aller chercher avec Connect. Tout ça, c'est envoyé dans un Kafka, donc, qui est hébergé chez Confluent. Notre stream processing, qui a bien grandi. Donc, il y a beaucoup de logique maintenant dedans. Et puis la sortie, donc on a différentes sorties. Donc on a une première sortie, toujours à travers Kafka, qui est envoyée dans un stockage basse latence, entre guillemets. Donc c'est des données qui sont gardées chaudes, utilisées par l'application, qui sont préagrégées, etc. Donc là, on utilise des tables partitionnées Postgre sur Aurora. Et puis après, pour des usages beaucoup plus analytiques, on va aller pousser les données plutôt dans du bucket S3 au format Parquet. Donc là, c'est des jobs Databricks qui s'en chargent, histoire de pouvoir faire de la data science, de l'analytics. Et là, très récemment, on vient de pousser notre premier modèle en production, donc un modèle de machine learning qui est entraîné dans la partie en bas à droite, et le modèle entraîné est repoussé, un TensorFlow, dans le stream processing shippé par Flink, et ça, c'est utilisé pour scorer en live la qualité des données. Tout ça, c'est piloté complètement par CI/CD, donc on utilise GitHub Action, Terraform, et donc on pilote avec ça Kafka Connect, la création ou l'update des topics Kafka dans Confluent, notre stream processing, bien entendu, et voilà. Et tout ça est aussi monitoré au travers de Datadog. Et donc là, pareil, on est capable de monitorer ce qui se passe dans les topics, donc au travers de l'API Confluent Metric. On monitor notre stream et les outputs. Donc aujourd'hui, cette plateforme, on est capable de faire des mises en prod toutes les semaines. C'est 20 millions de mesures qui sont processées chaque jour. 1,5 milliard de forecasts qui sont aussi processés, qui suivent un autre chemin et qui vont dans la partie data science, et ça tourne. Et géré par 3 ingénieurs à peine. Alors, tout n'est pas rose tout le temps. On a eu quelques difficultés quand même, hein, faut l'avouer. C'est pas venu du premier coup. Et donc, voilà, je peux vous partager quelques insights sur ce qui s'est passé. Alors, le premier truc, c'est donc Kafka, c'est la colonne vertébrale de notre projet, clairement. Et je pense qu'on n'aurait pas pu faire aussi bien avec un Kafka, sans un Kafka aussi bien managé. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a vraiment un Kafka serverless. Ce qu'on manage, c'est ce que vous voyez à droite. Donc on a un nombre de topics, un nombre de partitions, un volume, et c'est tout. Je ne gère pas le nombre de brokers, je ne gère rien de tout ça, je ne gère pas les updates, les upgrades. Tout ça, c'est complètement transparent, c'est abstrait. Moi, j'ai un Kafka, j'ai une adresse, je tape dedans et ça marche. Et ça, franchement, c'est vraiment génial. Voilà. Que dire de plus ? À propos des stream processing. Alors, au début, on n'avait pas choisi Flink, parce que Flink, quand même, c'est un peu lourd comme machine. On avait choisi Kafka Stream parce que c'est beaucoup plus léger, c'est une lib, c'est un simple jar qu'on embarque, on le déploie en Docker, on met quelques Docker en cluster et puis roule ma poule, quoi. Il y a des concepts assez sympas, les K-tables, tout ça, c'est vraiment chouette. Sauf que ça n'a pas marché. Le premier truc qu'on a vu, c'est qu'il y avait un gros couplage by design
entre le fonctionnement interne de Kafka Stream et Kafka, c'est-à-dire que dès qu'on a un shuffle, par exemple, les données sont shuffle via un topic Kafka. Donc il y a une espèce de topics internes qui sont générés automatiquement par la solution. Et donc on s'est retrouvé avec une quantité d'IO et de network terrible entre la partie Kafka Stream et la partie Kafka. Et surtout, on n'arrivait plus à piloter le nombre de partitions qu'on avait. Bref, on s'en sentait pas très bien sur cette partie. Et ensuite, il y a une autre partie qui est que Kafka Stream, ils ont fait un choix au niveau du design des watermarks. Enfin, ils n'utilisent pas de low watermark, ils utilisent des high watermark. Le débat est assez technique, mais en fait, ça a des défauts quand on veut reprocesser de la donnée historique. Je ne vais pas rentrer dans le détail, j'ai écrit un ticket là-dessus. Le ticket n'a pas bougé. En tout cas, ça a tué notre implet, mais on en est sorti. Alors, je ne dis pas que Kafka Stream, c'est une super lib, mais ce n'était pas adapté à notre use case. Et ça, on l'a vu que parce qu'on est rentré dedans, on l'a codé, on l'a essayé, on est rentré dedans. On ne pouvait pas le voir sur les docs. C'était vraiment en se confrontant au problème qu'on a pu valider ou pas la techno. Du coup, on est parti sur Flink. Le design est vraiment très très solide. L'API de code est vraiment, vraiment bien conçu, vraiment très bien conçu. Ça marche comme une horloge quand c'est bien configuré. Mais ce n'est pas tout rose là non plus. Les upgrades récents sont assez confuses. Ils viennent de déprécier l'API Scala, donc il va falloir se tourner vers des wrappers, vers des adapteurs un peu de l'écosystème. Ils ont changé la partie de connectivité à Kafka en source et sync, mais ce n'était pas du tout trivial de faire évoluer notre code en face de cette évolution. Il y a eu des changements de conf qu'on n'a pas vu passer et qui étaient quand même assez critiques. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on fait tourner au-dessus d'Amazon EMR. Et ça nous a accéléré pour le setup de cette infra. Aujourd'hui, on ne trouve pas que c'est un accélérateur. Il y a des petits soucis, il y a des versions de Flink qui ne sont pas disponibles, qui ne sont pas mises à dispo par EMR, donc on est un peu coincé. Et puis Hadoop, je ne suis plus si sûr en 2023 que c'est un accélérateur, donc voilà. On se pose la question de tourner Flink autrement, donc on va sans doute regarder les options managées de Flink. Et les étudier de près parce que ça nous simplifierait un peu le management de cette stack. Un mot sur Kafka Connect. C'est super solide. Ça tourne vraiment très très bien. C'est le truc qui déplace des montagnes de données d'un topic à une base ou d'une base à un topic. Ça tourne vraiment très très bien. C'est assez étrange à manager, il faut le dire tout de suite. Donc en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, Kafka Connect, c'est une technologie qui tourne en cluster et on peut installer des plugins. Donc par exemple un plugin JDBC qui permet d'aller parler une base. Et puis on déclare, on configure de manière déclarative des connecteurs pour dire tel topic, tu me le déverses dans telle table à tel endroit et Connect se charge du taf. La qualité des plugins, franchement, elle est inégale. Il y a des plugins qui sont très bien faits, il y a des plugins qui sont vraiment en retard en termes d'évolution, d'upgrade, etc. Donc voilà, c'est inégal, il faut le savoir. Nous, on utilise des plugins open source. On n'utilise pas forcément des connecteurs propriétaires. Un conseil, il ne faut pas l'utiliser pour du stockage consolidé. Genre, vous voulez consolider un jour de données à la fin de la journée dans un fichier S3, faites pas ça avec Kafka Connect, c'est pas fait pour, ça marche pas. Alors aujourd'hui, le Kafka Connect, on le manage par nous-mêmes, c'est pas le Kafka Connect de Confluent, mais ça c'est surtout des raisons historiques, c'est-à-dire qu'au moment où on a démarré cette stack, Confluent n'avait pas encore l'option VPC Link, etc. Donc on a démarré comme ça. Aujourd'hui, je sais pas si je referai le même choix, en tout cas ça tourne chez nous. Et clairement, le gérer soi-même, ça a une courbe d'apprentissage. Ce n'est pas un outil très compliqué, mais le management est assez étrange quand même. Donc bon, il faut prévoir un petit peu de temps autour du management des connecteurs.
last but not least, quelques partages plutôt au niveau projet, comment on a piloté ça. Donc pour ceux qui n'ont pas travaillé sur ce genre de projet de data processing, il faut savoir que c'est des projets qui sont comparativement plus lents que des projets d'un dev de back-end ou de choses comme ça. Pourquoi ? Parce que la donnée, c'est lourd. C'est lourd à déplacer. Déplacer 12 Tera d'une base de données dans une autre, c'est lourd, c'est long. Les systèmes stateful, quand on veut faire changer des schémas, c'est long. Il faut gérer des schémas, il faut que les schémas soient forward compatible, Donc tout ça, c'est très lourd à manipuler, il faut le savoir. Donc c'est des projets qui avancent lentement. Mais voilà. Moi, ma recommandation, c'est comme ça que j'ai piloté ce projet. Il faut investir énormément dans l'infrastructure de test. Il faut tester les edge cases, les out of order, et tout ça, il faut les tester à fond pour construire la confiance dans le fait que votre système va produire la bonne donnée. Voilà. Toutes les technos type Kafka, Flink, etc., elles amènent plein de garanties vraiment sympas. Quand on regarde les docs, c'est vraiment bien fait, c'est vraiment des belles horloges, c'est des belles machines. J'ai envie de dire trust but verify. Allez-y, bâtissez dessus, mais vérifiez que ça se comporte comme vous le pensez. Nous, on a déjà lancé des tests, des crash tests, des chaos engineering tests. On a killé des machines, on a regardé comment ça se passe. On ne le fait pas comme Netflix toutes les semaines automatiquement, on le fait une fois de temps en temps, mais on apprend des choses, on regarde un peu comment ça se comporte. Une autre recommandation, plutôt avec ma casquette d'architecte, c'est si vous posez des principes sur votre architecture, donc par exemple at least once ou d'autres principes que vous poseriez sur votre architecture, allez-y à fond, mais soyez fort, changez pas de braquet en cours de route, sinon vous allez avoir une architecture monstre, et du coup, vous ne savez plus trop comment ça se pilote. Donc, assurez-vous de poser les bons principes, pas trop, les bons, et puis allez-y dessus. Faites beaucoup de releases. Alors, ce n'est pas parce que c'est des projets un peu lourds, etc., mais il faut faire beaucoup de releases. Nous, on fait des releases toutes les semaines, voire plus. Il faut faire des petits pas. On peut être très ambitieux. Donc là, on est en train de mettre du machine learning dans le stream. Donc on n'y est pas arrivé au jour 1. Hein. Ça fait 2 ans qu'on est sur le sujet. Donc c'est des petits pas, mais voilà, faites des releases fréquentes et crantez comme ça votre architecture. Et surtout, ne négligez pas la montée en compétences sur ces technos, parce que même manager, donc un Kafka manager, bien sûr, on a beaucoup moins de choses à apprendre et à gérer, etc. Mais enfin, il faut quand même comprendre un peu ce qui se passe dans les partitions, la compaction, comment fonctionne la compaction, etc. Quand est-ce qu'elle va se déclencher. Et ça, c'est des choses qu'il faut les apprendre petit à petit. Et donc, moi, mon conseil, c'est investissez dans vos équipes, internalisez des devs, internalisez des seniors sur ce genre de techno, faites du training pour tout le monde, parce que, puis ça bouge, et donc c'est important de faire cette montée en compétence et de comprendre ce qu'on est en train de manipuler. Et voilà, j'ai fait le tour. Merci.